des chroniques pas trop longues, on va essayer, parce que c'est vrai que quand je commence à parler de musique, parfois j'arrive plus à m'arrêter. Mais voilà, visiter quelques albums, des albums qui valent la peine. Hein. Je ne suis pas du genre généralement à écrire sur des albums que j'ai pas aimés. Il y a beaucoup d'albums qui sont bons et ça prend déjà suffisamment de temps pour pouvoir vous les présenter, non seulement à travers le programme Tropical et MPB qui passe sur Judaica, et également, bien sûr, par écrit de temps en temps. Mais là, voilà, on va gagner du temps, et puis c'est une autre façon de faire, hein, peut-être un peu plus interactive, j'en sais rien, enfin bref, qui n'essaie rien n'a rien, mais voilà, j'ai voulu refaire aujourd'hui avec, en me rapprochant un petit peu de vous, pour que vous puissiez au moins entendre mon opinion, qui n'est jamais que mon humble opinion par rapport à ces albums, mais qui rejoint assez bien tout ce que les éminents collègues critiques musicaux brésiliens pensent. Donc voilà. Alors je vais vous parler de 3 albums. Je voulais en faire 5, mais c'est un petit peu long. Donc j'ai choisi 3 albums. Alors c'est un peu chronologique, on va le faire. On va parler d'abord d'un album sorti il y a quelques mois, et puis il y a 2 mois à peu près, et puis un autre très récemment. Et en même temps, au niveau de comment vais-je dire, de la célébrité de l'artiste, on commence par la plus connue pour terminer par une artiste que probablement vous ne connaissez pas ou que vous connaissez beaucoup moins. Alors, la première artiste connue, donc, comme j'allais dire, peut-être que d'ici quelques temps, vous ne l'auriez plus connue du tout, puisqu'il s'agit de Fernanda Abreu. Alors Fernanda Abreu, ça fait maintenant 12 ans qu'elle n'a plus sorti d'album. Son dernier album s'appelait Na Paz, il date de 2004. Et en réalité, depuis environ 2008, on nous parle chaque année d'un nouvel album de Fernanda Abreu. Je vous montre la pochette de cet album qui s'appelle Amor Geral, avec 10 titres. J'appuie sur ce fait qu'il y a 10 titres, 2 x 5, et non pas 14 titres. S'il y a peut-être quelque chose qu'on peut reprocher au CD, parce qu'on annonce sa fin, alors qu'on laisse la place, on va laisser la place, semblerait-il, au vinyle et au MP3, mais que par contre le CD devrait disparaître. Moi je pense qu'il y a de la place un peu pour tout le monde, hein, enfin pour tout le monde et pour tous les supports en l'occurrence. Donc voilà, je profite que j'ai encore physiquement cet album donc de Fernanda Abreu, qu'on n'attendait plus, j'ai envie de dire, c'est vrai. Je dois avouer que j'ai eu très peur parce que je me suis dit parce que là, quand l'album a été annoncé, je me suis dit sur Sony Music, il faut quand même dire le label de temps en temps aussi, je me suis dit si elle se plante sur cet album-là, alors là, vraiment, c'est la fin des haricots. Mais ce n'est pas le cas. C'est un excellent album et je suis très heureux pour Fernanda Abreu et je suis très heureux pour moi aussi parce que j'ai toujours beaucoup aimé cet artiste. Alors je fais un rapide comeback pour vous expliquer, pour ceux qui ne sauraient pas, qui est Fernanda Abreu. C'est une chanteuse qui a commencé comme choriste du groupe Blitz, qui a fait partie de ces groupes rock qui sont nés à peu près en même temps, dans les années 80, c'était l'âge d'or du rock au Brésil, un peu parallèlement d'ailleurs, comme en France. Le rock a commencé un peu à devenir un peu plus populaire et à se développer, à devenir un peu plus mûr dans les années 80. Les raisons sont très différentes puisqu'on sait que le Brésil a connu une dictature et que c'était une des raisons aussi pour laquelle le pays est resté un peu fermé sur lui-même et s'est ouvert quelque part, oui, parce qu'il y a toujours les curieux qui vont chercher les disques, mais en général, le pouvoir en place aime le protectionnisme, et donc le rock ne passait pas vraiment les frontières pour être subversif, etc. Bon, enfin bref, on connaît un petit peu l'histoire. Donc voilà, Amor Geral. Alors, c'est un album en réalité assez étonnamment qui fait comme si rien ne s'était passé. En d'autres termes, il aurait pu suivre Na Paz, qui est le dernier album qui est sorti en date, donc, comme je l'ai dit, en 2004. Il aurait pu sortir en 2005 ou en 2006. À cette époque-là, eh bien, après que Fernanda Abreu a quitté le groupe Blitz dans les années 80, en 89, elle commence une carrière solo qui est terriblement
focalisée sur le disco. Elle sample d'ailleurs des morceaux très connus de Casey and the Sunshine Band et d'autres choses encore, de Prince aussi d'ailleurs. Enfin, mais elle mêle ça avec des compositions à elle, ce qui fait qu'en réalité, ça donne quelque chose qui n'est pas réellement du vol, et d'ailleurs c'est plutôt un hommage, puisque ce sont des samples très évidents, c'est pas juste une basse, non, c'est vraiment des morceaux carrément qu'elle prend de ces artistes, de ces groupes américains en l'occurrence. Donc elle fait cet album, elle fait ensuite l'album qui a probablement, qui comporte le titre le plus emblématique de sa carrière, qui est Rio 40 Graus, composition qu'elle fait avec Fausto Fawcett, dont on parlera dans quelques instants, Dalat, qui est l'album suivant, où elle travaille plus les percussions, en compagnie de Pedro Luis et à Paleggi, mais Pedro Luis compose avec Fernando Abreu, avec d'ailleurs Tudo Vale a Pena, qui est un titre bien sûr inspiré de Tudo Vale a Pena si a sua alma não é pequena, du grand philosophe Wesley, non pas Wesley, ça pardon, Fernando Pessoa, bien entendu, puisque Fernando Abreu aime beaucoup le Portugal. Alors ça, vous n'allez pas le trouver dans son œuvre, mais comme j'ai eu l'occasion de l'interviewer, c'était très très sympa. D'ailleurs, c'est vraiment une chouette fille, moi, carioca sangue bon, comme on l'appelle. Et donc voilà, elle travaille avec Pedro Luis, et puis elle a fait quelques albums pour terminer sur Napaz, en 2004, qui est un album déjà un peu plus mûr au niveau de la pop, qui a toujours une influence, bien sûr, au niveau de la soul, de la disco, du funk, mais elle se permet de faire une incursion dans la samba, par exemple, celle qui reprend un Eoji, par exemple, et puis des titres comme Brasileiro, qui est un morceau beaucoup plus pop et qui est beaucoup moins dans la veine de ses débuts. Et celui-ci, eh bien, c'est un peu la continuité. Alors, par exemple, je prends le premier titre qui s'appelle Outro Sea, qui est d'ailleurs la plage qui joue en radio, qui est ce qu'on aura appelé à l'époque le single. Outro Sea est un morceau assez spécial, spécial, je trouve bien foutu, bien construit, parce qu'il est basé sur une séquence de 3 ou 4 notes, qui font comme ça. Vous faites le calcul, il y a à peu près 3 notes différentes dans cette séquence. Elle reprend cette séquence, 3-4 fois, elle monte de 3 tons, elle descend de 4, enfin bref, mais elle a une façon de scander son texte qui n'appartient qu'à elle, qui fait que ce morceau tombe dans l'oreille immédiatement, on ne se fatigue pas de l'entendre, aussi parce que derrière ça, il y a un magicien qui est Rodrigo Campbell qui joue avec les synthétiseurs et les arrangements, avec les samples. Le début de la chanson Outro Sea, que je pense avoir passé déjà en radio d'ailleurs, est très symbolique de cet usage. Peut-être qu'on n'aurait peut-être pas fait en 2004 ou en 2005, mais que maintenant, voilà, est assez courant sur les albums. Et donc voilà, on n'est plus du tout dans l'idée des premiers albums, là, mais plutôt dans la lignée de Napaz. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est un album qui aurait pu sortir en 2005 ou en 2006. La même chose pour le deuxième album, le deuxième morceau qui s'appelle Tambor, qui reçoit comme invité Afrika Bambaataa, qui est cet africain, compositeur et percussionniste, où elle utilise la même chose. C'est plus percussif évidemment, mais encore une fois mélodiquement, c'est l'utilisation, un peu comme un riff de guitare en fait, hein, mais c'est un riff vocal qu'elle répète plusieurs fois et qu'elle module avec un texte qui, évidemment, dans sa façon de scander, est typiquement d'elle on ne peut pas, comme on dit ici, est contagieux, c'est contagieux et ça vous prend et ça vous lâche plus, quoi. Alors il y a ça, il y a également des titres comme Deliciosamente, qui est, là par contre, revient beaucoup plus sur les premiers albums. C'est soul, c'est sensuel, c'est un son avec une basse
qui rappelle beaucoup les basses des années, fin des années 70. Alors vous allez me dire, ah, c'est vieux, c'est soul, disco, oui, non, parce que il faut quand même bien se dire une chose, c'est comme la bossa nova, c'est comme la samba, c'est comme le jazz. Quand un style est installé, quand un style est devenu un style classique, et la soul américaine, comme Marvin Gaye, comme toute l'équipe de Motown, enfin bref, tous les grands noms de la soul et du funk américain, c'est un style classique. Donc, c'est pas parce qu'on va mettre des synthés en plus ou qu'on va mettre des percussions avec des sons un peu plus particuliers, soi-disant contemporains, que ça va changer grand-chose. Donc, pour moi, la soul music, si vous écoutez un chic des années 77, par exemple, 77, ou un peu plus tard, et bien voilà, c'est un style qui existe et qui doit s'écouter comme ça. Et il n'y a pas une dictature du son pour tel ou tel style. Voilà, la bossa nova, en général, ça se joue avec très peu d'instruments qui sont en général proches du jazz. Et tout ce qui est un peu bossa lounge, en fait, c'est du traficotage. Alors je ne dis pas que je suis contre le bossa lounge, mais enfin bref, c'est pas de la bossa nova non plus, c'est de la bossa pour ascenseur. Et ça d'ailleurs, c'est un préjudice pour la bossa nova. Donc voilà, des titres comme Deliciosamente sont vraiment soul, elle le chante de manière sensuelle, etc. Donc voilà. Alors, peut-être la différence réellement de cet album. Alors, moi j'avais pris des notes, je ne sais pas si je les ai sous la main, mais enfin, c'est pour vous dire que, par exemple, la différence, c'est qu'ici il y a 2 ou 3 compositions. Alors, je pense que, voilà, je les ai notées ici. Il y a Antidote, où il y a également le titre Vas du Desejo, qui sont des mélodies où il n'y a pas de percussion derrière, il n'y a pas de batterie, donc on ne peut même pas dire que ce sont des titres qui sont soul ou qui ont une tendance à ressembler à des morceaux plus américains, on va dire, mais ce sont des mélodies brésiliennes comme elles pourraient être françaises, etc. Donc sur ces 10 titres, il y a quand même environ 3, je pense, chansons qui sont beaucoup plus lentes et ça, c'est une nouveauté sur les albums de Fernanda Abreu. Il n'y avait pas ça sur je crois qu'elle a dû faire à peu près 5 ou 6 disques avant que celui-ci sorte enfin. Donc, que dire d'autre? Eh bien, je vais quand même parler de ceux qui travaillent avec elle. Alors, bien sûr, elle compose, elle l'a toujours fait. On trouve qui? Gabriel Moura, aussi influence soul américaine, anciennement Farofa Carioca. Gabriel Moura qui a composé peut-être 60 à 70% des titres avec Seu Jorge. On trouve Quinho également, jeune artiste. Fausto Fawcett, dont je vous parlais tout à l'heure, ce personnage un petit peu pervers et glauque. Enfin, c'est aussi un petit peu un jeu, mais j'ai lu des textes et c'est vrai que dans son genre il est pas mal. Mais qui a toujours été un fidèle collaborateur de Fernanda. Qui apparaît sur 1 ou 2 chansons. Et puis aussi George Elton, qui est ce bassiste aussi qui a un groove très soul, très funk, qui travaille avec Lulu Santos à la basse, mais qui a également une carrière en solo avec 2 ou 3 albums, 2 albums je pense, qui sont pas mal d'ailleurs, qu'il a sorti il y a déjà maintenant son dernier il y a 2 ou 3 ans, voilà, George Elton. Et alors je voulais juste encore pour citer quelques noms, eh bien vous dire que sur Tambor, qui est le 2e titre avec Africa Bambata dont je vous ai parlé, on retrouve un peu la tourme, comme on dit, donc les gens qui gravitent autour de Fernanda Abreu. Bien sûr, il y a Philippe Abreu, qui est le préparateur vocal, qui est son frère, et qui est le préparateur vocal d'une série de chanteuses assez diverses d'ailleurs, mais un nombre assez considérable. Alors, on trouve Sueli Mesquita, autre préparatrice vocale d'ailleurs. On trouve Eugenio Dale, qui participe des chœurs, en l'occurrence ici. Delia Fischer, pianiste également, je crois qu'elle est de Nitelo, mais je ne suis pas certain. Léo Jain, qui bien sûr fait partie aussi de la grande épopée rock et pop des années 80.
Et on retrouve encore une fois Pedro Luis qui participe également de l'album. Voilà, j'ai à peu près tout dit.